5 juin 1944, quartier général du groupe d'armée B, près de Lille, France occupée. Le vent du nord-ouest fouettait les rideaux des fenêtres du château réquisitionné, portant avec lui l'odeur saline de la mer du Nord et un grondement distant, comme un orage qui refusait de crever. À l'intérieur, l'air était lourd de fumée de cigares et de tensions palpables. Des cartes jaunies s'étalaient sur une table massive en chêne, éclairée par une lampe à abat-jour vert qui projetait des ombres longues sur les visages burinés des officiers. Le maréchal Erwin Rommel, le légendaire renard du désert, se tenait penché au-dessus de la carte, ses doigts gantés traçant des lignes imaginaires le long du littoral normand. Ses yeux, fatigués par des nuits sans sommeil, scrutaient les positions des divisions Panzer, les points forts des Atlantic Walls et les routes d'accès vers l'intérieur des terres. Autour de lui, un cercle serré d'officiers, le général Hans Speidel, son chef d'état-major, avec son monocle luisant sous la lumière, le colonel Hans von Luck, commandant du 125e Panzergrenadier Régiment, dont l'uniforme portait encore la poussière des inspections côtières, et une poignée d'autres, tous figés dans un silence expectant. Le radio crachotait dans un coin, diffusant les derniers rapports des avant-postes. Rien d'anormal au secteur de Caen. Patrouilles aériennes signalent du brouillard sur la Manche. Mais Rommel savait que ce calme était trompeur. Il avait vu cela en Afrique, en 1941, avant que les Anglais ne frappent à Tobrouk. La guerre ne pardonnait pas l'hésitation. « Nous devons renforcer les plages », murmura Rommel d'une voix rauque, brisée par des années de commandement sous le feu. Il pointa du doigt les secteurs d'Omaha et Utah, marqués en rouge sur la carte. Les Alliés viendront par la mer, pas par les airs, pas par les parachutistes seuls. La marine britannique est leur atout-maître. Si nous attendons les ordres de Berlin, ce sera trop tard. Speidel hocha la tête, mais ses lèvres se pincèrent. Hitler, obsédé par ses contre-offensives à l'Est, avait centralisé les décisions sur les Panzerdivisions. Les 21e et 12e Panzer, ces bêtes blindées qui avaient écrasé la Pologne en 1939, restaient immobilisés loin des côtes, prêtes à contrer une invasion fantôme à Calais. Dehors, un camion Mercedes bâillait en s'approchant, ses phares perçant la nuit comme des yeux accusateurs. Vous imaginez-vous là, au milieu de cette pièce étouffante, sentant la sueur froide couler le long de votre nuque tandis que Rommel se redresse? Il frappe du poing sur la table, faisant trembler les verres de cognac à moitié vides. J'ai visité les fortifications moi-même. Les 352e divisions d'infanterie étaient tirées comme une corde trop tendue. Les canons de 80 mm sont en place, mais sans les chars mobiles, nous serons balayés comme du sable. Von Luck, un vétéran de la Blitzkrieg, intervint. Mon général, les rapports de la Luftwaffe indiquent une activité accrue au-dessus de l'Angleterre. Les bombardiers alliés ont pilonné nos dépôts à Rouen hier soir. Explosion assourdissante, le sol qui tremble comme un tambour de guerre. Rommel arpenta la pièce, ses bottes claquant sur le parquet usé. Il se rappelait El Alamein, cette nuit de juillet 1942, où Montgomery avait massé ses Sherman et ses Matilda, attendant le moment précis pour frapper. Ici, c'était pire. L'Atlantique comme muraille, mais fissuré par des mois de bombardements alliés. Les ouvriers du Todt Organisation, ces ingénieurs forcés venus de toute l'Europe occupée, avaient érigé des bunkers en béton armé, des hérissons tchèques pour stopper les tanks, des mines Tellermine anti-chars, disséminées sur les plages comme des graines mortelles. Pourtant, Rommel doutait. Si l'invasion frappe, nous avons 60 heures, peut-être moins, pour contre-attaquer. Les Alliés ont des milliers de navios, destroyers HMS, croiseurs comme le USS Augusta, et ces porte-avions qui vomissent des P-51 Mustang. Le téléphone sonna, un timbre strident qui trancha le silence comme une baïonnette. Speidel décrocha, écouta un moment puis blêmit. C'est le QG de Rundstedt. Le Führer ordonne de maintenir les panzers en réserve centrale. Pas de mouvement sans son approbation personnelle. Rommel jura en allemand, un juron bas qui fit sursauter les aides de camp. Il savait que cela condamnait ses plans.
Le 7 juin approchait, et les services de renseignement Abwehr murmuraient des rumeurs. Une flotte massive au large de l'Islande, des transmissions codées ultra interceptées par les Anglais à Bletchley Park, bien qu'il l'ignorât encore. Tandis que la pluie se mettait à marteler les vitres, Rommel s'assit, allumant une nouvelle cigarette. Ses pensées dérivèrent vers sa femme Lucie, à Erlingen, et vers son fils Manfred, incorporé dans la Wehrmacht. La guerre n'était plus une aventure, c'était un monstre qui dévorait ses enfants. « Préparez un mémo pour Berlin », ordonna-t-il enfin. « Insistez sur la mobilité. Si nous perdons la Normandie, c'est toute la côte qui s'effondre. » Les officiers acquiescèrent, mais dans leurs yeux vous voyez la peur. Celle d'un échec qui engloutirait des divisions entières, des hommes comme eux, simples pions dans l'échiquier fou de Hitler. La nuit s'épaissit, et le vent hurlait comme un loup affamé. Rommel, ignorant encore la tempête qui se préparait à 4 heures du matin le lendemain, prit une décision qui allait sceller des destins. Mais pour l'instant, le silence régnait, seulement brisé par le tic-tac d'une horloge, comptant les secondes vers l'aube fatidique. Si vous aimez plonger dans ces moments décisifs de l'histoire, abonnez-vous au canal pour ne rien manquer. Au lever du jour, le 6 juin, les premiers signes d'une aube sanglante se profilèrent à l'horizon, avec des ombres étranges dans le ciel normand qui promettaient un chaos sans précédent. Rommel, en route pour son anniversaire en Allemagne, laissait derrière lui un front fragile, suspendu à un fil. Les ombres dans le ciel normand, 6 juin 1944, secteur d'Omaha Beach, côte normande, France occupée. Le soleil se levait à peine sur la Manche, peignant l'horizon d'un rouge sanglant qui se reflétait sur les vagues agitées. Le sergent Heinrich Müller, du 352e division d'infanterie, serrait son Mauser Car 98K contre sa poitrine, accroupi dans un bunker en béton armé de l'Atlantic Wall. L'air salin portait une humidité poisseuse, mêlée à l'odeur de rouille et de cordite des obus de 75 mm encore chauds de la veille. Ses oreilles bourdonnaient du ronflement constant des générateurs diesel qui alimentaient les projecteurs fixes braqués vers la mer comme des sentinelles aveugles. « Rien ce matin !» marmonna-t-il à son radio-opérateur, un gamin de Bavière nommé Klaus, qui tripotait les boutons de son appareil Fugé 5, cherchant les fréquences des patrouilles côtières. Mais Müller sentait un malaise, un picotement au creux de l'estomac, comme avant la bataille de Koursk en 1943, où les T-34 russes avaient surgi de la brume comme des fantômes. À quelques kilomètres à l'est, et près de Sword Beach, le lieutenant Werner Plus, commandant d'une batterie d'artillerie de la 760e division statique, scrutait l'océan à travers ses jumelles Zeiss. Le vent du nord-ouest agitait les drapeaux nazis déchirés sur les mâts, et le cri des mouettes se mêlait au grésillement distant de la radio. Luftwaffe rapporte des formations aériennes au-dessus de l'Angleterre. Brouillard danse sur le pas de Calais. Plus se passait une main gantée sur son casque Stahlhelm taché de sel. Il avait vu les ouvriers du organisation Todt, ces Polonais et Français réquisitionnés, enterrer des milliers de mines S-mines anti-chars et installer des pieux en bois sur la plage, prêts à embrocher les barges de débarquement. Pourtant, avec Rommel absent, parti pour son anniversaire à Erlingen, laissant le commandement au général Friedrich Dollmann, les défenses semblaient vulnérables, comme un géant endormi. Soudain, un bourdonnement sourd emplit l'air, grandissant comme un essaim d'abeilles enragées. Müller leva les yeux. Des silhouettes sombres, des C-47 Dakota alliés, zébraient le ciel au-dessus de la péninsule du Cotentin. « Parachutistes !» hurla-t-il, bondissant vers l'alarme. Les cloches d'alerte se mirent à sonner, un tocsin frénétique qui réveilla les bunkers endormis. Klaus attrapa son microphone. « Ici, poste Omaha, activité aérienne massive. Demandez renfort Panzer. » Mais la réponse fut un crachotement statique. Les lignes de communication, sabotées par des commandos alliés la nuit précédente, étaient déjà compromises. Vous vous imaginez là, le cœur battant, courant vers la tourelle de votre MG-42, la mitrailleuse de 7,90 mm dont le canon chauffait déjà sous les rafales d'essai,
tandis que les premiers parachutes s'ouvraient comme des champignons blancs dans la lueur de l'aube. À 1 heure du matin, les 82e et 101e divisions aéroportées américaines avaient sauté sur Sainte-Mère-Église et Utah Beach, leurs silhouettes se découpant contre la lune. Les Allemands, pris au dépourvu, ripostaient avec des fusils et des grenades à main style Handgranate. Près de 40 ans, le major allemand Otto Ziegelmann, du 91e division aéroportée, ordonna à ses hommes de former une ligne de défense avec des mortiers de 90 mm. « Tenez la route vers Cherbourg !» cria-t-il, sa voix noyée par les tirs de M1 Garand des Paras US. Les pertes montaient vite, des soldats allemands, encore à moitié endormis, trébuchaient dans les haies bocagères, fauchés par des balles traçantes. Ziegelmann, un vétéran de la Crète en 1941, savait que sans les panzers-grenadiers, c'était une boucherie. Il envoya un estafette en moto BMW R75 vers le QG de Dolman. Invasion confirmée, besoin immédiat de la 21e Panzer Division. Au quartier général du 7e armée à Rennes, Dolman fixait la carte, son visage pâle éclairé par une lampe à huile. Les rapports affluaient. Explosion sur les ponts de la Vire, sabotage des voies ferrées par des résistants français armés de Sten Guns fournis par le SOE britannique. « Rommel avait raison », murmura-t-il à son adjoint, le général Pemsel. « Les plages sont l'objectif principal. » Mais Berlin tardait, Hitler dormait encore, et les ordres du haut commandement, von Rundstedt et Keitel, exigeaient une confirmation absolue avant tout déploiement. Les 12e SS Panzer Division Hitler-Jugend, avec leurs Tigerfine et Panther AOSF. D stationnaient à Lisieux, à des heures de route des plages, leur moteur froid. Dolman hésita, le combiné du téléphone Feldtéléphone collé à l'oreille. « Attendez les ordres du Führer », lui avait-on répété depuis l'aube. De l'autre côté de la Manche, à bord du USS Augusta, le général Omar Bradley observait la flotte. Plus de 5000 navires, des destroyers comme l'HMS Faulknor crachant des salves de 4-7 pouces et les bombardiers B-26 Marauder pilonnant les positions côtières. À 5h30, les premières vagues d'assaut touchèrent les plages. Sur Omaha, les Rangers US escaladaient les falaises de Pointe-du-Hoc sous un déluge de feu, leurs Thompson, 45 mitraillant les nids de mitrailleuses. Les Allemands ripostaient furieusement. Les canons PAC-40 de 75 mm déchiquetaient les LCA et les mortiers Nebelwerfer hurlaient comme des banshees, semant la mort sur les galets. Müller, depuis son bunker, visa un groupe de soldats du 116e régiment d'infanterie US. « Feu !» ordonna-t-il, et la MG-42 cracha ses 1200 coups par minute, fauchant une dizaine d'hommes dans une danse macabre. Mais les Alliés avançaient, inexorables, leurs bulldozers D8, creusant des chemins à travers les obstacles. À 6 heures, alors que le soleil montait, Dolman prit la décision fatidique. Dans une pièce étouffante du château de Rennes, entouré d'officiers tendus, il relut le télégramme de Berlin. Pas de mouvement des Panzers sans approbation personnelle du Führer. Les yeux rivés sur l'horloge, il compta mentalement 30 secondes d'hésitation, le temps d'un battement de cils dans l'histoire. « Maintenez les positions », dit-il enfin d'une voix ferme, mais brisée. « Attendez confirmation. » Pemsel protesta. « Général, les paras contrôlent déjà les ponts du canal de Caen. Si nous ne bougeons pas maintenant... » Dolman secoua la tête. Le poids de la chaîne de commandement l'écrasant comme un étau. Il imaginait Rommel, en train de fêter ses 53 ans avec sa famille, ignorant que cette pause condamnait des milliers. Les 12 000 hommes des divisions côtières, piégés sans renfort blindé. Les heures s'étiraient et le chaos s'amplifiait. Près de Juno Beach, les Canadiens de la 3e division d'infanterie progressaient sous le couvert de leurs chars Churchill Crocodile, crachant des flammes sur les bunkers. Les Allemands, isolés, combattaient avec une fureur désespérée, baïonnettes au canon, grenades lancées à la main. Vous sentez la fumée âcre vous piquer les yeux, le sol tremblait sous les obus de 16 pouces du cuirassé HMS Warspite, tandis que les premiers chars Sherman US perçant les lignes à Utah,
Dolman, seul avec ses doutes, alluma une cigarette, le filtre tremblant entre ses doigts. La décision était prise, mais ses conséquences planaient comme une ombre, promettant un carnage qui engloutirait des régiments entiers avant la nuit. Tandis que le jour avançait, les échos des combats se propageaient vers l'intérieur des terres, et un messager essoufflé franchit les portes du QG, portant des nouvelles qui allaient forcer une contre-attaque tardive, trop tardive pour sauver les plages. La contre-attaque tardive midi approchait sur les plages normandes le 6 juin 1944, et le ciel au-dessus d'Omaha Beach s'était mué en un voile de fumée noire, craché par les navires alliés ancrés au large. Le sergent Heinrich Müller, les oreilles encore bourdonnantes des explosions, rechargeait frénétiquement son MG-42 dans le bunker fissuré, ses mains poisseuses de sang et de sable. L'air vibrait du hurlement des obus de 5 pouces des destroyers USS, qui labouraient les falaises comme des charrues infernales, et le sol tremblait sous les pas lourds des premiers Sherman DD qui émergèrent des vagues, leurs chenilles griffant les galets jonchés de corps. « Tenez bon !» cria Müller à Klaus, son radio-opérateur, qui hurlait dans le Fugé 5. « Renfort, envoyez la 352e complète. Les Américains percent à pointe du hoc. » Mais la réponse n'était que du bruit blanc. Les lignes étaient découpées, sabotées par des équipes de la 2e division Ranger US qui escaladaient les parois rocheuses avec des grappins et des fusils M1 Garand, crachant la mort. À l'intérieur des terres, près de Bayeux, le major Otto Ziegelmann du 90e division aéroportée galopait sur sa Kübelwagen Volkswagen, fonçant vers le QG intermédiaire du 7e armée. Ces hommes, des vétérans de la division Luftland formée en 1942, formaient une chaîne précaire le long des routes bordées de haies bocagères. Leur FG-42 automatique pointait vers les ombres mouvantes des parachutistes de la 501e Airborne. « Les ponts du Merderet sont aux mains des Américains », rapporta un estafette essoufflé, son uniforme déchiré par les éclats de grenades. Ziegelmann jura, visualisant les cartes, sans les chars de la 21e Panzer Division, stationnés à Falaise avec ses 100 Panzerkampfausf, AH et ses Jagdpanzer IV, ces troupes étaient des cibles faciles pour les bazookas alliés. Il avait vu cela à Arnhem l'an dernier, lors de l'opération Market Garden, des paras isolés, fauchés par l'artillerie britannique. Ici, c'était pire. Les Alliés avaient déjà débarqué 20 000 hommes sur Omaha et Utah, leurs bulldozers creusant des voies à travers les obstacles de l'Atlantic Wall. Au château de Rennes, le général Friedrich Dolman fixait le vide, le poids de sa décision de 30 secondes encore frais dans son esprit. Les rapports s'empilaient sur son bureau. La 705e division statique sur Sword et Juno Beach était en train de se désintégrer sous les assauts des Canadiens de la 3e division d'infanterie, soutenus par des chars Hobart's Funnies, ces étranges véhicules britanniques équipés de fléaux anti-chars et de lance-flammes. Pemsel, son chef d'état-major, arpentait la pièce, le visage rouge de frustration. « Général, Berlin a enfin répondu. Le Führer s'est réveillé à 10 heures. Ordre, déployer la 21e Panzer vers Caen, mais en coordination avec la 12e SS. Pas plus. » Dolman hocha la tête, le combiné du Feldtéléphone encore chaud contre son oreille. Hitler, depuis son bunker à Rastenburg, avait délégué à von Rundstedt, mais les chaînes de commandement étaient un labyrinthe. Keitel exigeait des confirmations, et les services de renseignement OKW insistaient sur une invasion feinte à Calais. « Préparez l'ordre », dit Dolman d'une voix atone, signant le télégramme qui libérait enfin les blindés. Mais c'était trop tard. Les heures perdues avaient permis aux Alliés de consolider leur tête de pont. Vous vous imaginez là, dans cette salle aux murs tapissés de cartes jaunies, sentant l'odeur de papier brûlé des messages codés Enigma, tandis que Dolman allume une nouvelle cigarette, ses doigts tremblants trahissant le doute. Il se rappelait les briefings de Rommel, en mai, quand le renard avait insisté. Les Panzers doivent être à 10 kilomètres des plages, mobiles comme des loups. Au lieu de cela,
les 12e SS Panzer Division Hitlerjugend, avec leurs jeunes fanatiques sur des Panthers et des Wirbelwind anti-aériens, roulaient enfin depuis Lisieux, leurs moteurs Maybach rugissant sur les routes poussiéreuses. Mais le carburant manquait. Les ponts étaient minés par la résistance, des maquisards armés de Piat britanniques, et les bombardiers P-47 Thunderbolt alliés semaient la panique depuis les airs. Près de Virville, sur Omaha, Müller et ses hommes combattaient comme des diables. Une salve de Nebelwerfer illumina le ciel, projetant des fusées éclairantes sur les assaillants US du 116e régiment, mais les Rangers ripostaient avec des mortiers de 60 mm, transformant le bunker en un piège de feu et de débris. « Klaus, contactez le QG, dites-leur que nous tenons, mais pas pour longtemps », hurla Müller, tirant une rafale qui abattit un officier américain, son casque volant comme une feuille morte. Klaus, les yeux écarquillés, capta enfin un signal. 21e Panzer en route. ETA, 2 heures. 2 heures. C'était une éternité dans cette boucherie, où les obus de 155 mm des croiseurs USS Tuscaloosa déchiquetaient les positions allemandes, et où les premiers chars M4 Sherman, invulnérables, aux Moser isolés, avançaient en crabe sur les dunes. À l'est, près de Caen, le colonel Hans von Lück, du 125e Panzergrenadier Régiment, reçut l'ordre tant attendu. Ces hommes, équipés de Half-Track SD KFZ 251, chargeaient vers le front, leurs canons de 20 mm prêts à faucher les paras de la 6e Airborne britannique. « Avancez à pleine vitesse !» ordonna-t-il depuis sa radio, imaginant les lignes alliées, les commandos du Lord Lovat traversant le canal de Caen sous le feu des mortiers. Mais les routes étaient un chaos. Des convois de camions Opel Blitz bloquaient les voies, et les attaques aériennes de Typhoon britanniques, armées de roquettes RP-3, transformaient les colonnes en brasiers. Von Lück, un survivant de la France en 1940, sentait la défaite poindre. Sans coordination immédiate, ces grenadiers seraient sacrifiés, comme les 12 000 hommes des divisions côtières, la 352e, la 716e, piégés entre la mer et l'enclume alliée. Dollmann, de retour à Rennes, écoutait les premiers échos. La 28e Panzer engageait enfin près de Hermannville. Ses Panzer IV affrontant les Sherman canadiens dans un duel de tonnerre, les obus de 75 mm perçant les blindages comme du papier. Mais les pertes montaient, des centaines de soldats allemands, isolés sans soutien aérien, la Luftwaffe n'avait que 300 appareils opérationnels en Normandie, étaient balayés par les vagues incessantes. Pemsel murmura « Si nous avions bougé à l'aube, général, Rommel l'aurait su. » Dollmann ne répondit pas, fixant la carte où les flèches alliées s'allongeaient comme des veines de feu. La décision de ces 30 secondes avait condamné non seulement les plages, mais des régiments entiers à une retraite sanglante, leurs hommes luttant pour chaque mètre de bocage. Tandis que l'après-midi s'étirait sous un soleil impitoyable, un nouveau rapport arriva. Rommel, alerté par téléphone depuis Erlingen, ordonnait une contre-offensive totale. Mais les dés étaient jetés, et les échos d'une bataille qui allait engloutir des divisions entières résonnaient déjà vers l'intérieur, où une embuscade fatale attendait les premiers renforts blindés. Après-midi, du 6 juin 1944, route du bocage normand, entre Bayeux et Caen. Le soleil cognait impitoyablement sur les haies épaisses du bocage, ces murets de terre et de ronces qui serpentaient comme des veines à travers la campagne normande, transformant chaque chemin en un labyrinthe mortel. Le colonel Hans von Lück, au volant de sa Kübelwagen brinque-ballante, serrait le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, ses yeux plissés scrutant l'horizon brumeux de poussière, soulevé par les chenilles des Half-Track DKFZ, le 151 qui le suivait. L'air vibrait du ronflement des moteurs Maybach des Panzer IV OSF, H de la 21e Panzer Division, un grondement sourd qui faisait trembler le sol, mêlé au crépitement des branches fouettées par le vent. Von Lück, vétéran de la campagne de France en 1940, où ses grenadiers avaient balayé les lignes françaises en une semaine, sentait pourtant une sueur froide
coulaient le long de son dos. « Accélérez, les Alliés consolident Caen !» aboya-t-il dans sa radio FUG-12, sa voix rauque couvrant à peine le bruit des obus de mortier qui sifflaient au loin, comme des serpents enragés. Derrière lui, la colonne s'étirait sur des kilomètres. Une centaine de blindés, dont des Stugetroy OSF. Avec leurs canons de 75 mm mitraille 48 pointés vers l'avant, escortés par des motos BMW R75 slalomant entre les ornières. Les hommes du 125e Panzergrenadier Regiment, jeunes recrues pour la plupart, agrippaient leur MP40 Schmeisser, leurs casques Stahlhelm, inclinés contre le soleil éblouissant. Vous vous imaginez là, coincé dans un half-track bondé, l'odeur de gasoil et de sueur vous étouffant, tandis que le sergent à vos côtés mâchonne un bout de pain sec, murmurant des prières à Saint-Michel. Les ordres de Rommel, transmis par téléphone depuis Erlingen, où il avait écourté son anniversaire, étaient clairs. Contre-attaque immédiate vers les plages, briser les têtes de Pontarlier avant que les Sherman ne s'enracinent. Mais les heures perdues, ces 30 secondes d'hésitation de Dolman à Rennes, avaient déjà coûté cher. Les rapports radio indiquaient que la 356e division d'infanterie sur Omaha n'était plus qu'un amas de bunkers fumants, ces 7000 hommes harcelés par les vagues incessantes du premier corps US. Soudain, un craquement sec déchira l'air, comme un fouet claquant sur la peau. Une roquette bazooka jaillit d'une haie à droite de la route, près de Creully, percutant le premier Panzer IV dans un éclat de feu orange. Le char explosa en une boule de flammes, ses munitions internes détonnant en une série de pétards infernaux, projetant des éclats de blindage sur la Kübelwagen de von Luck. « Embuscade! Position défensive !» hurla-t-il, bondissant au sol, son Luger P-08 en main. Les paras de la 6e Airborne britannique, largués la nuit précédente près du canal de Caen, avaient tendu le piège. Des hommes du 2e bataillon d'Oxfordshire and Buckinghamshire Light Infantry, armés de fusils Bren et de PIAT anti-chars, nichés dans les fossés bordés de chênes centenaires. Leurs tirs de mortier de 3 pouces pleuvaient, transformant la route en un enfer de terre et de métal tordu. Les grenadiers allemands ripostèrent frénétiquement. Les MG-42 installés sur les half-tracks crachaient leurs 1200 coups par minute, fauchant les haies comme une faux, mais les Britanniques étaient invisibles, utilisant le bocage comme un allié naturel. Un lieutenant anglais, le capitaine John Howard, héros du pont Pegasus capturé à l'aube, dirigeait le feu depuis un poste camouflé, ses ordres brefs portés par le vent. « Tenez-les, les Canucks arrivent par l'est !» Von Luck, rampant vers un muret, visa un mouvement dans les ombres et tira, abattant un para dont le corps s'affaissa comme une poupée de chiffon. Mais les pertes montaient vite. Un half-track fut touché par une grenade Mills, ses occupants projetés dans un brasier hurlant, leurs cris noyés par le vrombissement des typhoons britanniques qui piquaient du ciel. Leurs roquettes RP-3 de 60 livres déchirant les flancs des Stugé comme du papier. À des kilomètres de là, au QG du 7e armée à Rennes, le général Friedrich Dollmann écoutait les rapports radio avec un visage de cendre. Le Feldtéléphone sonnait sans relâche, apportant des nouvelles de cauchemar. La 12e SS Panzer Division Hitlerjugend, enfin libérée, avançait depuis Lisieux, mais était ralentie par des sabotages, des maquisards français de la résistance, armés de fusils MAS-36 et de explosifs fournis par le SOE, avaient fait sauter un pont sur l'Orne. Pemsel, son adjoint, arpentait la pièce en fumée, renversant une tasse de café froid sur la carte. Général, von Luck signale 20% de pertes déjà. Sans soutien aérien, la Luftwaffe est absente. Seulement 50 Messerschmitt Bf 109 contre des centaines de P51. Dollmann, hanté par sa décision matinale, se massa les tempes. Il revoyait ses 30 secondes, le tic-tac de l'horloge, le silence de Berlin, l'ordre fatal d'attendre. Rommel, furieux au téléphone, avait crié « Déployez tout, les Alliés ont déjà 50 000 hommes à terre !»
Mais c'était trop tard. Les divisions côtières, la 716e statique sur Juno, avec ses canons de 90 mm flak emportés par les salves du HMS Belfast, étaient en déroute, leurs 5000 survivants reculant vers l'intérieur sous un déluge d'artillerie. Près de Courseulles-sur-Mer, sur Juno Beach, le sergent Heinrich Müller, évacué d'Omaha avec une blessure au bras, rejoignait une unité improvisée de la 716e. Ses bandages imbibés de sang collaient à sa peau, et l'odeur de chair brûlée le prenait à la gorge tandis qu'il rechargeait son car 98K. Les Canadiens de la 7e brigade, avec leurs chars Grizzly, version locale des Sherman, avançaient inexorablement, leurs mitrailleuses Vickers. 303 balayant les dunes. « Les renforts Panzer arrivent !» cria un officier, pointant vers l'ouest, où des nuages de poussière signalaient l'approche de la 21e. Mais Müller savait, au fond de lui, que c'était une illusion. Les embuscades dans le bocage hachèrent les colonnes, isolant les chars comme des bêtes piégées. Un obus de 17 livres d'un Achille britannique, chasseur de chars britannique, frappa un Panzer isolé à 500 mètres, le transformant en torche, ses 5 membres d'équipage grillés vifs à l'intérieur. Von Luck, couvert de boue et de sang, ordonna une manœuvre de débordement. Ses grenadiers, flanqués de 2 Jagdpanzer IV, forcèrent une brèche dans les haies, leurs canons de 75 mm Pak 42 tonnant contre les positions britanniques. Une salve abattit un Bren Gunner, et pour un moment, la route sembla s'ouvrir. « Poussez vers Caen! Brisez-les !» hurla-t-il, grimpant sur un half-track pour mieux voir. Mais les Alliés contre-attaquèrent. Des commandos du 1er commando britannique, infiltrés par les champs, lancèrent des grenades à manche style hand-grenade volées aux Allemands, semant le chaos. Vous sentez le sol se dérober sous vos pieds, le sifflement d'une balle frôlant votre oreille, tandis que von Luck voit un de ses officiers s'effondrer, une balle de Sten, 32 dans la poitrine. Les pertes de la 21e montaient à 30 véhicules détruits en 1 heure, ces 12 000 hommes, grenadiers, artilleurs, un tankiste, condamné à une avance fragmentée, sans la masse blindée qui aurait pu renverser la marée. Au crépuscule, Dollmann reçut le bilan. Plus de 2000 Allemands tués ou blessés rien que sur les routes d'approche, sans compter les plages où la 350e avait perdu la moitié de ses effectifs. Rommel, rentrant d'urgence vers la France en avion Fiesler-Storch, jurait déjà contre l'OKW. La décision de ces 30 secondes avait scellé le sort. Les Panzers, au lieu de frapper à l'aube, arrivaient en lambeaux, piégés dans un bocage qui favorisait les défenseurs alliés. Pemsel murmura « Général, si nous avions écouté Rommel ». Dollmann ne répondit pas, fixant la carte où les flèches allemandes se courbaient en retraite, tandis que la nuit tombait, enveloppant les champs de son manteau noir. Un nouveau danger émergeait des ombres, des contre-attaques alliées nocturnes, avec des éclaireurs de la 101e Airborne, tendant d'autres pièges, prêts à engloutir les restes des divisions condamnées dans un bain de sang prolongé. La nuit des embuscades fatales, nuit du 6 juin 1944, bocage normand entre Haro-Manche et Bayeux. L'obscurité s'était abattue comme un linceul sur les haies du bocage, transformant les chemins étroits en veines noires où chaque ombre pouvait cacher la mort. Le colonel Hans von Luck, le visage barbouillé de camaille et de sueur, rampait le long d'un muret de terre craquelée, son MP40 serré contre la poitrine, l'odeur âcre de la poudre et de la terre humide lui emplissant les narines. Le vent nocturne portait les échos lointains. Le mugissement des moteurs de chars, Sherman alliés, le crépitement sporadique des fusils M1 Garand, et le hurlement occasionnel d'un obus de mortier 80 mm qui s'abattait comme un marteau divin. Ces grenadiers du 125e Panzergrenadier Régiment, épuisés par l'embuscade de l'après-midi, formaient une ligne précaire, leur half-track SD KFZ. 251 garés en retrait, camouflés sous des branches de chêne pour échapper aux éclaireurs aériens. « Silence radio !» avait ordonné von Luck par signaux lumineux, sachant que les Américains de la 101e Airborne, avec leurs détecteurs de direction,
traquaient les transmissions comme des loups affamés. Vous vous imaginez là, accroupis dans la boue froide, le cœur cognant contre vos côtes, écoutant le craquement d'une brindille qui pourrait être un pas ennemi ou un lièvre apeuré. À quelques centaines de mètres, dans les champs bordés de ronces, le lieutenant américain Richard Winters, commandant une compagnie de la 2e bataillon du 506e régiment de la 101e Airborne, déployait ses hommes en arc de cercle. Armés de carabines M1 et de fusils BAR Browning, ils avaient atterri la nuit précédente près de Brécourt Manor, leurs parachutes blancs encore accrochés aux arbres comme des fantômes pâles. Winters, un officier calme aux yeux d'acier forgé à Fort Benning, murmurait des ordres. Positionnez les bazookas sur les flancs. Attendez mon signal. Ces éclaireurs, des Texans endurcis, rampaient en avant, leurs grenades à ananas prêtes à l'emploi, tandis que le bocage, ces haies épaisses plantées par les Normands au XIe siècle, offrait un couvert parfait contre les patrouilles allemandes. Les Alliés avaient déjà consolidé Utah Beach avec 23 000 hommes débarqués et des chars M4 Sherman roulant vers l'intérieur, leurs phares occultés perçant la nuit comme des yeux rusés. Mais ici, dans ce labyrinthe, c'était une guerre d'ombre. Pas de blitzkrieg triomphante, seulement du chuchotement et du sang versé en silence. Von Luck leva la main, signalant à ses hommes d'avancer vers une ferme isolée près de Formigny, où des rapports indiquaient une batterie de canons PAC-40 de 75 mm abandonnés. Ces panzercars, immobilisés par un pont saboté sur la rivière Aure, œuvre des maquisards français armés d'explosifs Plastrong, attendaient en embuscade, leurs équipages somnolents dans les tourelles, les canons pointés vers la route. Soudain, un éclair jaillit des haies. Une roquette Piat britannique, lancée par un para de la 6e Airborne infiltré, frappa le flanc d'un Stugé 3, le transformant en une forge hurlante. Les flammes illuminèrent la nuit, projetant des ombres dansantes sur les visages terrifiés des grenadiers. « Feu à volonté !» rugit Von Luck, son ordre couvert par le staccato d'une MG-42 qui crachait ses balles traçantes, zébrant l'obscurité comme des lucioles enragées. Mais les Américains ripostèrent, des tirs de Thompson. 45 mitraillettes balayèrent la position, fauchant 3 hommes de Von Luck dans un jaillissement de terre et de cris étouffés. Un grenadier bavarois, à peine 19 ans, s'effondra à vos pieds, son Stahlhelm roulant dans une flaque, ses yeux vitreux fixant les étoiles indifférentes. Au QG du 7e armée à Rennes, le général Friedrich Dollmann arpentait la salle des opérations, éclairée par des lampes à acétylène qui projetaient des ombres tremblantes sur les cartes déchirées. Le Feldtéléphone sonnait sans cesse, apportant des nouvelles de cauchemar. La 28e Panzer Division avait perdu 40% de ses blindés en approche fragmentée, piégés par les embuscades de la résistance et des paras alliés. Pemsel, son chef d'état-major, lisait un rapport codé. Von Luck signale 30% perte. 12e SS bloqué à Lisieux par frappe aérienne. Demande soutien Luftwaffe immédiate. Dollmann, les traits tirés par l'insomnie, revoyait encore ces 30 secondes fatidiques de l'aube, le silence de Berlin, l'hésitation face à l'ordre d'Hitler dormant, le refus de déployer les panzers sans confirmation. Rommel, en vol vers la France à bord d'un Fiesler Storch, avait hurlé par radio « Poussez tout vers le front, les divisions côtières agonisent ». Mais les 12 000 hommes de la 352e et 760e division, isolés sur les plages, combattaient seuls. À Omaha, les Rangers US avaient capturé Pointe du Hoc, leurs mortiers de 105 litres pilonnant les bunkers restants. À Juneau, les chars crocodiles britanniques crachèrent des flammes sur les nids de résistance, carbonisant des dizaines de soldats allemands dans leurs trous. Près de Sainte-Mère-Église, le major Otto Ziegelmann, du 81e division aéroportée, menait une contre-patrouille désespérée. Ces hommes, équipés de FG-42 parachutistes et de Panzerfaust anti-chars, fouillaient les vergers sombres, traquant les rescapats de la 92e Airborne. L'air puait la cordite et le sang. Un obus de 57 mm d'un destroyer HMS Offshore illumina le ciel, révélant un groupe d'Américains embusqués.
Grenade, ordonna Ziegelmann, et une volée de Steel Hand Granate 24 explosa dans les fourrés, projetant des corps mutilés. Mais les pertes étaient asymétriques. Pour chaque para US abattu, 2 Allemands tombaient, harcelés par des éclaireurs avec des fusils M1903 Springfield. Ziegelmann, un ancien de Monte Cassino, murmurait à son second « Sans les Tigers de la 12e SS, nous sommes des chairs à canon. Dollmann nous a condamnés. Vous sentez la tension monter. Le souffle court, tandis qu'un sifflement annonce un tir de bazooka. L'explosion déchire la nuit, envoyant un Jagdpanzer IV en l'air comme un jouet brisé, ses 5 occupants broyés dans l'acier tordu. Les heures s'étiraient en un supplice interminable. À minuit, von Leuck retira ses forces vers une position défensive près de Trévière, ses grenadiers comptant les munitions, plus que 200 cartouches par homme, et les half-tracks à court de carburant, siphonnés par la résistance. Les Alliés, eux, recevaient des renforts, des barges LCA déchargées des jeeps Willy et des canons de 75 mm 3 sur les plages, tandis que les bombardiers A-20, AVOC alliés, survolaient le bocage, leurs bombes de 500 livres semant la terreur. Dollmann, à Rennes, signa un ordre tardif, contre-attaque limitée à l'aube, avec ce qui reste. Mais Pemsel secoua la tête. « Général, les 12 000 de nos divisions côtières. Ils sont submergés. Omaha est aux mains des Américains, avec 2000 cadavres allemands sur les galets. » Dollmann s'assit, allumant une cigarette dont la flamme vacillante illumina son regard hanté. La décision de ces 30 secondes résonnait comme un glas. Des régiments entiers, des garçons du Reich envoyés à la boucherie sans les blindés qui auraient pu les sauver. Au lever pâle de l'aube, les premiers rayons filtrèrent à travers les haies, révélant un paysage de désolation, carcasses de panzers fumantes, corps entassés dans les fossés, et les ombres des Alliés s'allongeant comme une marée inexorable. Rommel atterrissait enfin à son QG près de Lille, prêt à reprendre le commandement, mais les conséquences de la nuit, une hémorragie de vies et de matériel, scellaient déjà un front brisé, où les survivants allemands luttent pour une retraite qui promet d'être un calvaire sans fin. Les conséquences inéluctables. Aube du 7 juin 1944, quartier général du groupe d'armée B, château de la Roche-Guillon, Normandie occupée. Le soleil se levait sur un paysage dévasté, ses rayons pâles filtrant à travers les vitres crasseuses du château, illuminant des cartes froissées et des cendriers débordant de mégots. Erwin Rommel, le visage creusé par la fatigue d'un vol précipité depuis Erlingen, descendit de sa Kübelwagen, ses bottes claquant sur le gravier mouillé de rosée. L'air portait encore l'odeur âcre de la poudre et du gasoil brûlé, porté par un vent léger qui agitait les drapeaux nazis effilochés sur les mâts. Ces aides de camp, des officiers pâles aux uniformes tachés, se précipitèrent pour l'accueillir. Mais Rommel les écarta d'un geste sec. « Les rapports, tout de suite !» grogna-t-il, sa voix rauque trahissant une nuit sans sommeil, hantée par les nouvelles radios de Rennes. Il avait laissé sa femme Lucie à l'arrière, avec l'ordre de ne rien dire à Manfred, son fils au front. Mais ici, la réalité le rattrapait comme un raz-de-marée. À l'intérieur, la salle des opérations bourdonnait d'activité. Des télétypeurs Enigma crachotaient des messages codés, et le général Hans Speidel, son chef d'état-major, se tenait penché sur une carte géante du littoral normand, marquée de flèches rouges pour les avancées alliées. « Mon maréchal, les plages sont perdues », murmura Speidel, ajustant son monocle d'une main tremblante. « Omaha et Utah aux Américains, Sword et Juno aux Britanniques et Canadiens. Plus de 100 000 hommes à terre, avec des chars Sherman et des Cromwell partout. » Rommel s'approcha, ses doigts gantés traçant les lignes. La 352e division d'infanterie, qu'il avait inspectée lui-même en mai, n'était plus qu'un fantôme. 6 000 de ces 12 000 hommes tués, blessés ou capturés sur les galets sanglants, leur bunker de l'Atlantic Wall réduit à des ruines fumantes par les obus de 16 pouces du HMS Rodney. Les 705e divisions statiques, ces gardiens statiques des côtes, avaient subi le même sort. Isolés sans renfort, fauchés par les vagues d'assaut et les mortiers de 105 mm US. Rommel frappa la table du poing, faisant teinter les verres vides. « Dollmann, c'est 30 secondes à Rennes.
J'aurais dû insister plus fort auprès de Berlin. Il revoyait les briefings, ses plaidoyers pour positionner les panzers à portée des plages, contre l'avis de von Rundstedt, qui pariait sur Calais. Hitler, obsédé par l'Est, avait centralisé les décisions, et Dollmann avait hésité, attendant l'approbation du Führer endormi jusqu'à 10 heures. Résultat, la 21e Panzerdivision, avec ses 100 blindés, n'avait pu frapper qu'en fin de journée, hachée par les embuscades dans le bocage. Vous vous imaginez là, dans cette pièce étouffante, sentant la tension comme un étau autour de votre gorge, tandis que Speidel déroule un rapport. La 12e SS a perdu 50 Panther à elle seule, piégée par les bazookas et les typhoons. Von Luck signale 40% de ses grenadiers hors combat. Dehors, un camion Opel Blitz brinque-ballait une cargaison de blessés. Des soldats de la 91e division aéroportée, leurs bandages imbibés de sang, gémissant sous les chaos. Le major Otto Ziegelmann, le bras en écharpe, fut porté jusqu'à Rommel. « Mon général, mes paras, nous avons tenu les ponts du Merdret jusqu'à l'aube, mais sans les Tigers, les Américains de la 82e nous ont submergés. Des milliers d'hommes, dispersés dans les haies, chassés comme du gibier. » Ziegelmann, les yeux injectés de sang, décrivit les nuits d'embuscade. Des FG-42, vidés en rafale contre des ombres armées de Thompson, des Panzerfaust lancés en vain contre des Sherman invulnérables, protégés par des écrans de fumée, les 12 000 condamnés, ces divisions côtières sous-équipées, avec leur Mauser Car 98K et leur rare MG-42, avaient combattu vaillamment, mais isolés. Ils étaient tombés comme des dominos. 2000 morts sur Omaha seuls, leurs corps entassés sous les hérissons tchèques qu'ils avaient eux-mêmes posés. Rommel arpenta la pièce, son esprit bouillonnant de stratégies avortées. Il ordonna une contre-offensive immédiate. Déployer ce qui reste de la 12e SS vers Caen, utiliser les routes secondaires, éviter le bocage. Mais les nouvelles étaient sinistres. La résistance française, activée par les messages BBC du 5 juin, sabotait tout. Ponts minés sur l'Orne, lignes téléphoniques coupées, convois bombardés par des P-47 Thunderbolt. À Rennes, Dollmann, accablé, avait convoqué une conférence. Général Pemsel, il préparait la retraite vers Falaise. Mais le poids de la faute le rongeait. Plus tard, ce jour-là, des rumeurs murmureraient son suicide par honte. Un pistolet Walter P-38 contre la tempe, loin des regards. Sur le front, le sergent Heinrich Müller, survivant d'Omaha avec une balle logée dans l'épaule, rampait dans un fossé près de Vierville, son Car 98K inutile contre les patrouilles US. L'air vibrait du ronflement des moteurs de Half-Trax M3 et l'odeur de chair brûlée persistait des bunkers carbonisés par les chars crocodiles. « Les Panzers, ils n'arrivent jamais !» murmura-t-il à un camarade agonisant, un gamin de la Rure, dont les poumons sifflaient sous l'écume rose. Müller avait vu les vagues alliées, des LCA déchargeant des jeeps et des canons de 57 mm, des bulldozers D8 aplanissant les dunes pour les Sherman. Sans les renforts attendus, sa compagnie, 200 hommes à l'aube du 6, n'en comptait plus que 40. Harcelés par des éclaireurs de la 29e division US, leur M1 Garand crachant la mort à chaque virage. Rommel, fixant la carte, visualisait l'hécatombe. Les 12 000 soldats allemands, ces pions sacrifiés par une chaîne de commandement rigide, avaient le permis aux Alliés de s'enraciner. Caen, objectif clé, tiendrait peut-être une semaine, mais la Normandie s'ouvrait comme une brèche. Les services de renseignement Abwehr, aveuglés par le leurre de fortitude, cette armée fantôme à Douvres, n'avaient rien vu venir. « C'est la fin du mur de l'Atlantique », souffla Speidel, et Rommel hocha la tête, allumant une cigarette dont la fumée s'éleva comme un voile funèbre. Il pensa à ses propres doutes, à El Alamein, où le retard d'une heure avait tout changé. Ici, 30 secondes avaient condamné un front, des vies, et peut-être le Reich. Tard dans l'après-midi, un estafette sur une moto Zundap arriva couvert de boue. « Mon maréchal, les Britanniques percent à Bayeux. La 21e est en miettes. » Rommel signa un ordre pour une défense en profondeur, mais dans son cœur, il savait. La marée alliée, gonflée de 150 000 hommes le 7 juin, roulait inexorablement.
Les survivants des divisions condamnées, ces 4000 rescapés errant dans le bocage, luttaient pour rejoindre les lignes intérieures, leurs pas lourds traînant la défaite comme une chaîne. Dolman, à Rennes, s'effondra enfin sous le fardeau, son corps découvert au crépuscule, un message inachevé sur le bureau. Pour Rommel, j'aurais dû. Les jours suivants, la bataille s'étendit, mais les graines de la perte étaient semées. Une décision hésitante, un fureur distant et des milliers de tombes anonymes le long des plages. Rommel, reprenant le combat, ordonna des contre-attaques féroces, mais l'ombre de ces 30 secondes planait, annonçant une retraite qui mènerait jusqu'au Rhin, où d'autres choix cruciaux attendraient dans l'abîme grandissant de la guerre.